Aujourd'hui, on va explorer un nouveau jeu de société qui fait un peu de bruit, To-Do List. Ah oui, j'en ai entendu parler. Un jeu d'ambiance, c'est ça? Exactement. Basé sur la culture générale, le but, c'est de décortiquer un peu le concept, comment ça marche et qu'est-ce qui pourrait le rendre sympa, quoi. Allez, on regarde ça de plus près. Carrément. C'est vrai que les jeux qui mélangent culture G et ambiance, ça marche plutôt bien en ce moment. Oui, on dirait. Ça permet de tester ses connaissances, mais sans le côté un peu scolaire, on va dire, de façon plus fun. C'est ça. Et To-Do List semble vouloir jouer là-dessus, mais avec une petite touche en plus apparemment. Avec une appli, des modes de jeu. Oui, on va y venir. L'idée, c'est de voir comment il arrive à mélanger le savoir et le fun. Alors, le principe de base, c'est assez simple. Il faut citer des éléments qui correspondent à une catégorie donnée. Ok. Genre marque de voiture. Voilà, ou nom de cocktail, ou un truc plus bizarre, comme pays avec un animal sur son drapeau. Ah ouais, d'accord. Ça a l'air facile, mais il y a un chrono, et surtout des points de pénalité. C'est ça qui met la pression. J'imagine. C'est pour 3 à 12 joueurs, à partir de 14 ans. Et la durée, c'est comme on veut. Faut juste un smartphone pour l'appli web gratuite et papier-crayon pour les scores. Simple comme matériel. Oui, et dans la boîte, il y a 350 cartes, ce qui fait 700 catégories. Pas mal, hein? Ah ouais, 700. Ça fait du choix. Répartis en 7 thèmes, plus 10 cartes Joker. Les 7 thèmes, justement, ils sont hyper variés. T'as film et séries, Musique et spectacle. Géographie et histoire. littérature et mots, Sport et jeux. pop culture et jeux vidéo, et enfin science et nature. Franchement, ça couvre large. Oui, on voit l'idée de toucher un peu tout le monde. Et les catégories, c'est ça qui est intéressant. Certaines sont très factuelles, genre président américain, bon là, faut savoir, Pas d'échappatoire. mais d'autres sont beaucoup plus Subjective. subjectives, comme athlète avec un trop gros ego. Ah, Hmm. ça promet des débats. Ou utile pour aller en festival. Là, c'est l'interprétation qui compte. C'est ce mélange qui est sans doute la force du truc, non? Je pense, oui. Parce que ça mélange la pure connaissance, le savoir brut, et puis l'opinion, le vécu, peut-être même l'humour. Voilà. Du coup, ça laisse de la place pour différents types de joueurs, différentes personnalités, mais apparemment, il y a une intention un peu plus profonde derrière ça. L'idée, c'est aussi d'utiliser le jeu un peu comme un miroir. Un miroir. Ben oui, pour voir où sont nos propres lacunes, nos angles morts culturels, comme ils disent. Ah, intéressant. L'exemple qu'il donne, c'est on connaît souvent plus de réalisateurs que de réalisatrices, ou on est plus calé en pop occidental qu'en artistes LGBTIQ+, tu vois. Oui, je vois bien. Et le jeu, par ses catégories variées, il nous pousserait un peu, l'air de rien, à être plus curieux, à explorer cette diversité. C'est une approche assez inclusive, finalement. Pas bête. Et ça colle avec leur choix de production papier et FSC, donc gestion durable des forêts, et impression en Europe. C'est cohérent. C'est une belle ambition, c'est sûr. Mais alors, revenons au jeu. Concrètement, comment ça marche une partie? Alors, raconte. Chaque joueur commence avec 5 cartes en main, secrètes. Le joueur dont c'est le tour choisit une de ces cartes et une des 2 catégories dessus. Il la pose face cachée. Ok. Et là, il sort son smartphone, il lance l'application web et... Oui, il fait tourner une roue virtuelle. Une roue? Comme à la télé. Un peu, ouais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah ah. Parce que cette roue, elle détermine au hasard un des 7 modes de jeu pour ce tour. Ah d'accord, donc tu choisis ta catégorie, mais tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. C'est exactement ça. L'interaction change tout le temps, c'est ça qui est fort. Et ces 7 modes alors, ils apportent quoi? Justement, c'est ça la clé du dynamisme. On va pas forcément détailler les points de pénalité de chaque mode, mais plutôt l'expérience de jeu. Oui, bonne idée. Par exemple, tu as le mode plaisir solitaire. Là, tu es tout seul. Tu dois lister 8 trucs de ta catégorie. Si tu réussis, ce sont les autres qui prennent des pénalités. Si tu rates, c'est pour toi. Ok, la pression est sur un seul joueur. Voilà. À l'inverse, t'as face à face. Là, tu choisis un adversaire et c'est un duel. Chacun cite un truc à tour de rôle. Jusqu'à ce que l'un se plante. Exactement. C'est rapide, tendu. Pas mal. Après, t'as des modes plus collectifs ou stratégiques, genre adjugé vendu. Ça, c'est marrant. Ça devient une enchère. Tout le monde parie sur combien d'éléments il pense pouvoir citer pour la catégorie. Celui qui gagne l'enchère doit tenter le coup. Ah oui, il faut pas surestimer. Non. Parce que si tu rates après avoir gagné l'enchère, les pénalités sont multipliées pour toi. Ça demande du bluff. Et un autre que j'aime bien, c'est bal masqué. Très fin. Ah, Le joueur actif donne 3 exemples de sa catégorie, mais sans dire la catégorie. Les autres doivent deviner de quoi il parle et proposer 3 autres exemples qui collent. excellent. Ça, c'est un jeu de déduction pur.
Et de contre-bluff, oui. Franchement, l'impact de cette roue, il doit être énorme sur le jeu. Ah oui, clairement. Ça empêche la routine de s'installer. Un tour, t'es seul face à ton savoir, le tour d'après en duel, après en pleine enchère, ou même en mode survie comme dans Mort subite ou Slasher, où si tu te trompes, tu prends direct des points ou t'es éliminé du tour. C'est ça, faut s'adapter tout le temps. Et là, on comprend mieux l'intérêt de l'application web. Oui, Gérer cette logique de jeu, des chronos différents d'ailleurs, c'est 15 secondes par réponse, c'est ça? oui. Pas 15 secondes pour tout dire. Oui, c'est ça, 15 secondes par réponse. Donc pour 8 réponses, t'as 2 minutes. C'est pour garder le rythme sans être non plus impossible. Logique. Et donc l'appli gère tout ça, les modes, le temps, ça évite de se prendre la tête avec les calculs. Tout à fait, ça fluidifie le jeu. Et elle rappelle même les règles du mode au début du tour, donc pas besoin d'avoir le livret sous les yeux en permanence, Pratique. carrément. Et puisqu'on parle des règles et des pénalités, les concepteurs ont anticipé certaines questions. Par exemple, la peur que les catégories soient trop dures. Qu'est-ce qu'ils répondent? Qu'avec 700 catégories, 10 options en main, puisque tu as 5 cartes avec 2 catégories chacune, plus les cartes joker, Normalement, tu dois bien trouver un truc où tu te sens à l'aise. voilà. Le jeu mise sur la diversité pour que ça tourne. Ok, ça se tient. Autre point, comment on gère les désaccords, surtout sur les Ah, catégories subjectives, comme utile en festival. Ça peut vite partir en débat, ça. ah oui, bonne question. Eh bien, le jeu propose un système assez souple. Si quelqu'un conteste une réponse, il faut le faire avant que le joueur suivant parle. C'est le groupe qui vote à la majorité. Ah, c'est social comme approche. Carrément. Et le truc drôle, c'est qu'apparemment, tu peux même justifier ta contestation de mauvaise foi. Sérieux? Oui. Bon, si ça bloque, on peut vérifier avec une source fiable, mais l'idée, c'est plus de discuter, de rigoler, d'argumenter. Plutôt que d'être hyper rigide sur la règle. C'est ça. Il y a même une petite pénalité si tu contestes à tort, histoire d'éviter que ça parte dans tous les sens. Malin. Ça renforce le côté ambiance et négociation. Exactement. Et il y a même une tactique un peu vicieuse, la fausse piste. C'est-à-dire? Tu donnes exprès une réponse fausse, mais plausible. Si personne ne la conteste pendant le tour, à la fin, tu peux dire « Ah, c'était faux !» Et ce sont les autres qui prennent des pénalités pour ne pas avoir été vigilants. Oh, le coup bas! Ah, j'adore. Pas mal, hein? Tout à fait. Et tous ces mécanismes, la contestation négociée, le bluff de la fausse piste, l'acceptation du créatif, ça montre bien que To-Do List, c'est pas juste un quiz bête et méchant. Non, c'est clair. C'est vraiment un jeu social où savoir communiquer, négocier, lire les autres, c'est aussi important que d'avoir la bonne réponse. Ça promet des moments sympas. Parlons un peu de qui est derrière ce jeu. Cult Feature Games, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un jeu de mots avec leur slogan « Étale ta culture comme de la confiture », Sympa. créé en 2025. Et To-Do List, c'est leur tout premier jeu. D'accord, il se lance. Oui, avec l'ambition de faire des jeux d'ambiance un peu malins, accessibles, qui mélangent fun et culture G. Et pour le lancer, ils ont fait un financement participatif. Exactement, sur Ulule. La méthode classique pour les jeunes créateurs, quoi. Oui, ça permet de voir si le jeu plaît avant de lancer la grosse production. C'est le principe du tout ou rien. Si l'objectif financier est atteint, le jeu est fabriqué. Et les contributeurs reçoivent une première édition collector, d'ailleurs. Ah, sympa, et si ça n'atteint pas l'objectif? Tout le monde est remboursé. Zéro risque pour les acheteurs. Et il y avait différents niveaux pour participer, j'imagine. Oui, ça allait du jeu seul à des packs avec des autocollants, des fonds d'écran et même des niveaux plus élevés où ton nom ou ton logo apparaissait sur leur site. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de To-Do List? Ça s'annonce comme un jeu d'ambiance assez moderne, je trouve. Oui, moderne, c'est le mot. Il utilise le numérique via l'appli pour rendre le truc dynamique. Il mélange culture classique et pop culture sans complexe. Et surtout, il met vraiment l'accent sur l'interaction entre les joueurs, le bluff, la négociation, grâce à cette roue et aux différents modes. C'est ça. Il ne demande pas juste d'avoir des réponses, mais d'être rapide, un peu stratège et un peu joueur aussi. Oui, il faut oser, parfois. Eh bien voilà, une excellente piste de réflexion pour conclure notre exploration de To-Do List. Merci de nous avoir suivis.